Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo, pour les premières spé, on va parler de l'énergie des systèmes mécaniques. Alors, on va d'abord commencer par parler du travail d'une force, parce que l'énergie est liée au travail d'une force, puis du théorème de l'énergie cinétique, et on finira par l'énergie mécanique en elle-même. Le travail d'une force, ça permet d'évaluer en fait l'énergie qui a été transférée d'un système qui est en mouvement vers l'extérieur. Ou du moins a été vers l'extérieur ou en fait vers l'intérieur. On va voir comment ça marche. Si on regarde par exemple un objet en mouvement, son vecteur déplacement AB, puisqu'il est en mouvement entre A et B, et le travail d'une force qui agit dessus, par exemple le poids, ou ça peut être autre chose, eh bien si on veut le travail de cette force sur le déplacement AB de l'objet, eh bien on va noter en fait le travail de cette force là comme étant le produit scalaire entre le vecteur de la force et le vecteur du déplacement. Ainsi donc W qui est le travail d'une force entre A et B, donc on va le noter comme ça, eh bien c'est égal à F, la force, scalaire AB. Scalaire, vous l'avez vu en mathématiques normalement, le produit scalaire en fait c'est la norme des deux vecteurs multipliée par le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs là. Ça veut donc dire que si on a deux vecteurs qui sont collinaires dans le même sens, eh bien on va avoir un angle alpha qui est égal à 0, le cosinus étant égal du coup à 1. Le produit scalaire sera égal juste au produit des deux autres. Et donc on va avoir plusieurs cas de figure, notamment pour notre angle alpha. Si notre angle alpha en fait il est compris entre 0 et 90 degrés, eh bien sa valeur de cosinus sera comprise entre 1 et 0. Ok, dans ce sens-là. Mais si c'est entre 1 et 0, ça veut donc dire que le travail de la force, lui, sera positif. S'il est positif, eh bien ça veut dire que cette force est motrice. C'est elle qui fait avancer l'objet, puisqu'elle est dans le même sens que le déplacement. Si on a un angle qui est par contre entre 90 et 180 degrés, ça veut dire que le vecteur force va un peu dans le sens inverse du déplacement. Et donc du coup, on n'a pas une force motrice, mais on a une force résistante, puisqu'en fait le travail sera négatif. Le reste du travail, ça va être d'appliquer cette formule-là, et en général de retrouver l'angle qu'il y a entre les forces. Bon, c'est pas vraiment le plus dur, et en plus en général c'est des repères orientés, et donc du coup on peut à partir des coordonnées de certaines choses pouvoir déterminer en fait l'angle qu'on peut avoir. En général on va se retrouver avec des triangles rectangles qui vont apparaître dans tous les sens, et le cas le plus général ça va être donc celui-ci, le cas d'un objet qui est en train de descendre une pente. Le travail du poids ici est moteur, puisqu'en fait il va dans le même sens que la pente, enfin il y a un angle entre les deux. Cet angle-là, en fait, c'est plus ou moins le même que celui de la pente. Et de l'autre côté, les frottements, eux, vont résister, puisqu'en fait, ils vont dans l'autre sens, et donc du coup, le travail va être négatif. Pour l'énergie cinétique, eh bien, on connaît déjà sa valeur. On l'a vu en troisième, EC est égal à 1,5 fois m fois v au carré. Ça veut dire que l'énergie cinétique d'un système en mouvement dépend de sa masse et de sa vitesse, qui elle va être mise au carré. Eh bien, le théorème de l'énergie cinétique nous dit que la variation d'énergie cinétique entre deux points, eh bien, elle provient du travail des forces qui s'appliquent à cet objet en mouvement. Ce qui nous donne donc cette relation mathématique assez fat, où delta EC est égal à ECB moins ECA, en fait c'est la variation entre A et B, est égale à la somme des travaux des forces qui s'appliquent à notre objet. On va considérer en général des cas où il n'y a qu'une seule force qui s'applique, ça sera beaucoup plus pratique, mais à partir du moment où on va commencer à mettre les frottements, etc., on va pouvoir anticiper la variation d'énergie. On remarque aussi du coup que si la somme des travaux des forces est positive, la variation de l'énergie de la vitesse sera positive, donc la vitesse va augmenter. Si c'est négatif, la vitesse diminue, et si c'est égal à 0, la vitesse est constante. On va avoir des forces qui sont conservatives et non conservatives. Une force conservative, c'est une force dont le travail dépend que des positions de début et de fin du mouvement, et pas du trajet. Une force non conservative, c'est l'inverse, elle va dépendre du trajet. Si par exemple le poids, c'est une force conservative, parce qu'au final, quel que soit le trajet qu'on va faire, ce qui est important pour le travail, c'est notre position de début et notre position de fin. Et parlant de ça, justement, on va voir l'énergie potentielle. Dès qu'on a une force conservative, on va avoir ce qu'on appelle une énergie potentielle. Cette énergie potentielle, vous en avez vu un type en troisième, c'est l'énergie potentielle de position, qui elle est liée au poids. Le poids étant une force conservative, on retombe sur nos pattes. Cette énergie potentielle, en fait, c'est un peu l'opposé de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie potentielle, donc delta EP, entre un point A et un point B, on va en fait la noter EPB moins EPA, eh bien elle est égale à l'opposé du travail de la force considérée entre les points A et B.
Voilà. Et c'est comme ça qu'on a notre énergie potentielle de pesanteur, puisque le poids est une force conservative, eh bien le travail entre A et B du poids va être égal à l'énergie potentielle de pesanteur. La variation de l'énergie potentielle de pesanteur. On va donc avoir, si on fait par exemple pour le poids entre A et B, une position A qui va être en haut, une position B qui va être en bas, le travail entre A et B, eh bien, on va avoir le poids qui est une force qui est motrice, totale, puisqu'en fait, le poids est dirigé vers le bas et le déplacement aussi. Le travail entre A et B, c'est égal au poids fois AB en produit scalaire, ce qui nous donne aussi égal à P fois AB. Il en vient donc que notre énergie potentielle, eh bien, elle est égale à mgza en A et mgzb en B, soit les relations qu'on avait vues en troisième. Sauf qu'ici, on a remplacé Z par A, enfin H par Z, mais c'est parce qu'ici, on est maintenant sur un axe gradué. L'énergie mécanique d'un système, eh bien, au final, ça va être la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle. Et ça veut dire que ça va être la somme du travail des forces en général, plus le travail des forces conservatives. Et la variation de notre énergie mécanique va dépendre en fait du travail des forces non conservatives, puisqu'en fait on a dans l'énergie mécanique les forces conservatives qui amènent leur travail dans l'énergie potentielle. Et donc du coup, ces forces non conservatives, s'il n'y en a pas, la variation de l'énergie mécanique sera égale à 0, et on aura un système qui sera fermé, isolé, et c'est vachement pratique, ça peut nous permettre par exemple d'évaluer la vitesse d'une balle qu'on lâche d'une certaine hauteur au moment de l'impact avec le sol, voire même de se dire que s'il y a conservation, un objet qu'on lance à une certaine vitesse, jusqu'à quelle altitude il va aller. Et de l'autre côté, eh bien, si c'est pas égal à 0, si il y a des forces non conservative, eh bien on va avoir une variation de cette énergie mécanique là. C'est là que vont intervenir notamment les frottements, etc. Et ça nous permettra notamment de les évaluer. Puisqu'on va voir l'énergie qui aura été perdue, on pourra en déduire l'énergie qui a été perdue à cause des frottements, et donc du coup le travail de ces forces de frottement, et donc du coup la valeur de ces forces de frottement. C'est fini pour ce cours d'attrapage sur les énergies mécaniques des systèmes. C'est assez complexe, mais on remarque quand même qu'il y a pas mal de maths qui interviennent. C'est pas encore des maths de haut niveau, mais on a quand même réussi à remettre un produit scalaire. C'est pas forcément évident. Je vous laisse avec une citation de Nikola Tesla, le roi de l'énergie. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquence, d'énergie et de vibration.